Bonjour Mesdames, Messieurs, Excellence Madame la Ministre de l'Économie, du Plan et du Développement, Madame la Ministre de la Culture, Monsieur le Président de l'AMF, Monsieur le Directeur Général de la BRVM, chers organisateurs, chers invités, je suis heureux, très sincèrement heureux d'être parvenu ce matin, heureux et honoré d'être à Abidjan aujourd'hui pour ce bel événement. Je remercie le président de Bloomfield de m'avoir invité en qualité de keynote speaker. C'est un honneur, une fois de plus. Le président de Bloomfield connaît ma vision du développement, du financement du développement. Et je souhaite partager cette vision avec vous ce matin. Mesdames, Messieurs, l'économie mondiale revient de loin. La dernière décennie a été traversée de crises profondes et le temps semble s'être accéléré depuis la pandémie de Covid. La croissance mondiale atteignait son point le plus bas à la fin 2022, à 2,3%, alors même que le taux médian d'inflation globale dans le monde pulvérisait des records de la décennie à plus de 9%. Nous sommes sortis de cette crise. Mais les secousses qui se sont inscrites dans son sillage, de la guerre en Ukraine, en passant par le retour de l'inflation à des niveaux inédits depuis près d'un demi-siècle, sans oublier les perturbations sur les chaînes de valeur mondiale, n'ont pas fini de déterminer notre époque. De fait, au début de cette année, nous constatons progressivement un retour à la normale. La croissance globale pour cette année devrait atteindre 3,2%. Et l'inflation globale médiane, celle qui donc sépare les populations en deux, les pays en deux, devrait atteindre 2,8% d'ici la fin de l'année. Alors partout dans le monde, les marchés réagissent à la perspective d'une retombée des taux directeurs à un horizon proche. En somme, l'économie mondiale a réussi son atterrissage en douceur. Doit-on pour autant dire que nous sommes arrivés au port, nous sommes arrivés à bon port et que nous retrouvons là le monde d'avant? Rien n'est moins sûr, chers amis, rien n'est moins sûr, et pour plusieurs raisons. D'abord, nous assistons à un creusement des écarts de performance entre régions, et en particulier, en premier lieu, entre l'économie américaine et la zone euro. Ce n'est pas un fait nouveau, mais l'amplitude du phénomène oblige à considérer les conséquences de ce qui ressemble à un découplage. Alors pour faire moderne, on pourrait appeler ça le decoupling. Aux États-Unis, nous rentrons, Madame la Ministre, nous rentrons des États-Unis, les perspectives de croissance pour l'année en cours sont régulièrement revues à la hausse comme en 2023. Là où le consensus à la fin de l'année dernière était inférieur à 1% de croissance pour 2024, les économistes tablent désormais sur une croissance de 2,5%. La croissance aux États-Unis est réelle. Et même la perspective d'un retour de Donald Trump au pouvoir n'inquiète personne. La réaction des Américains, c'est « so what ?» So what? L'économie américaine se porte excellemment bien. A l'inverse, la croissance en zone euro devrait rester inférieure à 1% cette année encore. Alors, comment expliquer cet écart? D'où ce terme de découplage. Alors, beaucoup a été dit sur le différentiel de compétitivité entre les deux continents, lié notamment aux différences de coûts de l'énergie, renchéries en Europe, qui a dû, et c'est la réalité, qui a dû se sevrer des intrants russes, ou au marché du travail qui, aux États-Unis, comme vous le savez, a été d'une grande réactivité, d'une grande élasticité,
pendant et après la crise. C'est effectivement un facteur de risque à moyen terme, mais ce n'est pas ce qui explique cet écart de performance à court terme. Deux autres facteurs, en revanche, me semblent prédominer. Tout d'abord, le taux d'épargne des ménages. Il reste d'environ 4 points de PIB supérieur à son niveau d'avant la pandémie de la Covid-19 en zone euro, mais 2 points de PIB inférieurs aux États-Unis. C'est donc un écart de 6 points de PIB entre les deux régions qui s'explique par la seule différence de comportement des consommateurs entre ces deux continents. Ensuite, le deuxième point, c'est la politique budgétaire. Le déficit public américain, aujourd'hui, devrait atteindre 5,5% cette année. 5,5%. Avec un niveau d'endettement abyssal. Abyssal. Mais là, encore une fois, vous posez la question aux Américains, la réponse est « so what ?» So what? Ce qui prouve bien d'ailleurs que toute ressemblance avec une actualité nous concernant est totalement fortuite. Ce qui prouve bien que la question de la dette, du financement de la dette, la question de la monnaie, c'est d'abord une question de confiance. Le monde a confiance dans l'économie américaine, dans l'élasticité du marché du travail américain, ce qui se traduit d'ailleurs par le soutien au dollar. Et contrairement à la zone euro, les États-Unis continuent donc de mener une politique budgétaire très procyclique, qui accompagne le cycle, qui le pousse, qui le soutient, en maintenant une politique de taux, une politique de relance en dépit d'une croissance forte, d'un taux de chômage bas et d'une inflation toujours soutenue. Alors, face à ce découplage qui s'accentue, et alors que je suis à la tête de cette banque que vous connaissez bien au service du développement économique de l'Union économique et monétaire ouest-africaine depuis 50 ans, alors je ne suis pas à la tête de la BOAD depuis 50 ans, mais c'est le travail de la BOAD depuis 50 ans, maintenant je me pose naturellement la question des effets d'un tel décrochage sur notre continent. En gros, le risque est le suivant. Vous avez un découplage entre les États-Unis et l'Europe, et le risque, c'est un découplage entre l'Europe et l'Afrique, et singulièrement entre l'Europe et notre zone francophone. Alors, de fait, la faible croissance européenne n'est pas une bonne nouvelle pour nos débouchés, notamment nos débouchés à l'exportation. Pour ne citer qu'un chiffre, chers amis, à peine moins d'un quart des exportations du continent sont destinées à l'Union européenne. Un quart. Alors pour autant, chers amis, je ne crois pas à l'idée que nous ferons face à une crise majeure. D'abord, la conjoncture ne semble pas si univoque. Les derniers indicateurs publiés indiquent que le creux du cycle de croissance européenne semble passer et que la récession sera donc évitée cette année. Aussi, les cours des matières premières restent élevés dans un contexte de reprise globale et de tensions au Moyen-Orient, vous le voyez tous les jours, et ceci devrait le rester. Alors, c'est une bonne nouvelle pour toutes les économies africaines qui exportent des hydrocarbures vers l'Europe. Quand vous regardez, par exemple, vous regardez également par ailleurs les cours de l'or sont aujourd'hui à un niveau exceptionnellement élevé. Et c'est d'ailleurs intéressant de regarder, quand vous regardez les résultats de nos deux banques centrales, vous regardez le stock de plus-value latente lié au stock d'or, vous voyez que dans le résultat qui a été publié, les résultats sont donc officiels, je ne dévoile ici aucun secret, vous regardez le stock de plus-value latente lié notamment au stock d'or, vous voyez le poids que cela représente dans le résultat net. Ensuite, la forte croissance outre-Atlantique, je le rappelais incidemment, et les risques associés à la dette publique américaine devraient contribuer à maintenir les taux des obligations d'État élevés aux États-Unis, mais aussi sur les marchés internationaux libellés en dollars. Les observateurs ont largement spéculé sur ce découplage entre le vieux et le nouveau continent, comme d'ailleurs sur le chemin qu'emprunteront les États-Unis vis-à-vis de la Chine entre découplage choisi et dérisking.
En ce qui concerne le marché des capitaux, thème essentiel de mon intervention ce matin, les marchés de dette internationaux ont réouvert pour l'Afrique subsaharienne. Mettant un terme à près de 2 ans d'interruption du marché primaire des eurobonds dans la région, la Côte d'Ivoire et le Bénin ont marqué le retour des émetteurs du continent sur les marchés internationaux. Mesdames, Messieurs, c'est une excellente nouvelle. La qualité, et j'insiste, la qualité des signatures de la zone UEMOA, la rareté des instruments offerts au cours des dernières années, notamment en dollars, la question des actifs en dollars, la question du papier, de l'accessibilité à ces papiers, et le retour de l'appétit des investisseurs pour le risque souverain émergent ont contribué au large succès de ces transactions. Et quand vous regardez ces transactions émises en dollars, swappées, quand vous regardez les basis swap, enfin l'écart de taux est très favorable à une émission en dollars, ensuite convertie en euros. Et plus l'écart de taux, ça s'appelle donc le spread de taux, s'élargit, plus le fait d'emprunter en dollars, swapper en euros, ces opérations swappées sont donc, du point de vue de leur rentabilité, sont donc particulièrement intéressantes. La Côte d'Ivoire, la République de Côte d'Ivoire, et je n'apprendrai rien à Madame la Ministre, a ainsi émis 2,6 milliards de dollars, qui a été largement sursouscrite. Le carnet d'ordre a atteint un record pour le pays avec 8 milliards de dollars. Cette émission a permis le remboursement des échéances d'une grande partie de la dette commerciale, ainsi que le financement de projets responsables au sens des objectifs du développement durable des Nations Unies. Mon pays, le Bénin, a par ailleurs émis sa première obligation en dollars pour un montant de 750 millions de dollars, permettant de racheter une partie de sa dette existante sur le marché secondaire. La demande combinée de 12 milliards de dollars, et 12 milliards de dollars, c'est 12 milliards de dollars également au RIOFER, c'est-à-dire qu'au premier prix, après le primaire. Au RIOFER, la demande était toujours à 12 milliards de dollars, ce qui traduit une demande substantielle. Donc cette demande substantielle de 12 milliards sur ces deux transactions et l'absence, alors c'est ça qui est intéressant, c'est l'absence de primes de nouvelle émission, ce que l'on fait toujours payer aux primo-émetteurs, illustre le soutien fort des investisseurs internationaux au crédit africain pouvant démontrer la solidité de leurs fondamentaux. Alors dans la foulée, quand on regarde un peu, le Kenya a aussi réussi une opération qui semblait jusque-là impossible avec le refinancement d'une partie de son obligation de 2 milliards de dollars. Et quand on regarde ceci, ces 2 milliards arrivaient à échéance en 2024. Et les risques liés à ce refinancement avaient été, c'est vrai, cristallisé l'attention des investisseurs au cours des derniers mois. Alors ces conditions offrent aux émetteurs d'Afrique subsaharienne l'opportunité de considérer à nouveau que le marché des eurobonds est une opportunité et c'est une réponse possible à leurs objectifs, à nos objectifs de financement, ceux-ci restant plus élevés que la moyenne ces dernières années. En effet, vous regardez la croissance de nos pays, et singulièrement ici, est très forte, les besoins de financement sont très forts. Le recours aux marchés internationaux de capitaux est une des réponses à apporter. L'Angola, le Nigeria, voire le Sénégal, je ne fais aucune révélation particulière ici, sont actuellement en discussion avec les investisseurs et les échanges, tels que j'ai pu les comprendre, ont été constructifs et sont constructifs. Mais au-delà du marché international, chers amis, l'important pour nous est le développement du marché régional en zone UEMOA. L'élargissement des options de financement sur le marché international devrait permettre de réduire la pression apparue sur le marché de la dette régionale que vous avez tous constaté au cours de l'année 2023. Le marché régional est d'une importance considérable, essentielle, pour le financement de nos économies. Financement de nos économies toujours en forte croissance. À la fin 2023, la dette domestique
représentait 44% de la dette publique des États de l'UEMOA. Face à l'augmentation des besoins de financement pour faire face au choc à répétition, les États ont pu se tourner vers le marché régional. Les montants émis par les gouvernements ont ainsi atteint plus de 7 000 milliards de francs CFA en 2023. Un record depuis l'année 2020, où vous vous souvenez, nous avions atteint 8 700 milliards, conduisant ainsi à une augmentation de l'encours total de 19% par rapport à 2022. Pour l'année à venir, les États de la zone prévoient de couvrir 45%, donc pas loin de la moitié, de leurs besoins de financement en mobilisant les liquidités disponibles sur le marché régional. Les montants d'émissions et surtout le resserrement de la politique monétaire de la BCEAO ont participé au tarissement de la liquidité du marché bancaire en 2023, principal contributeur de la stabilité du marché. Alors cela s'est traduit par un recours accru aux instruments court et à moyen terme et à une progression des rendements pesant sur la soutenabilité des acteurs du marché. Et malgré l'injection de liquidités de la BCEAO et la conduite de 2 opérations de rachat de titres pour plus de 2 000 milliards de francs CFA en 2023, les conditions de marché sont restées difficiles. La liquidité s'est progressivement, néanmoins la liquidité s'est progressivement renforcée sur les premiers mois de 2024, vous l'avez tous noté. Les taux de souscription aux émissions souveraines dans la région ont ainsi plus que doublé par rapport aux 3 premiers mois de l'année 2023. Cette politique a donc été efficace. La prudence persiste toutefois, alors que les taux devraient se maintenir à des niveaux relativement élevés au cours des prochains mois. Et c'est en ligne avec ce que je disais précisément sur ce sujet du découplage, ou du risque de découplage en tout cas. Il est ainsi primordial de travailler au renforcement du marché régional en tant que composante fondamentale de l'équilibre financier des États de notre zone. En ce sens, les courbes de référence doivent continuer d'être construites du court terme au long terme. La transparence des informations portant sur les statistiques et acteurs du marché doit être renforcée et les volumes d'échanges sur le marché secondaire doivent se développer. Ce dernier point sera notamment permis par une meilleure identification des investisseurs et une gestion active de la dette par la conduite d'opérations de rachat. Finalement, chers amis, le renforcement de la participation des investisseurs internationaux permettra de contribuer à l'approfondissement du marché et soutiendra les courbes de rendement émetteurs. Vous savez que je crois profondément à ce sujet, je pars devant le président de l'AMF, je crois profondément à ce sujet de l'euroclearabilité des titres. Encore un sujet qui doit permettre, un élément qui doit permettre d'attirer plus d'investisseurs dans notre zone. La levée des barrières à la fluidité du marché, en particulier la gestion des flux de capitaux, devrait être un des points de travail principal pour inscrire le marché de la région dans une internationalisation encore et toujours plus forte. Alors, en attendant une réouverture plus aboutie des marchés internationaux et de l'UEMOA, en complément, nous devons ouvrir de nouvelles pistes de financement. Et à cet égard, la titrisation, une tendance émergente, appelons au développement d'une nouvelle classe d'actifs, doit être regardée. La titrisation apparaît, mesdames et messieurs, comme une source de financement complémentaire et crédible. Le développement de cette alternative permet de transformer des actifs peu liquides en titres de créances négociables et ainsi libérer de la capacité bilancielle. La participation à l'approfondissement des marchés de capitaux de la région est également réelle en apportant une nouvelle classe d'actifs pour les investisseurs. Les initiatives émergent à travers le continent et la sous-région et apparaît que la sous-région est en effet un moteur depuis la première opération réalisée par la République togolaise en 2016, me semble-t-il.
Il convient cependant de reconnaître, chers amis, que le développement de ce marché, au cours des 12 derniers mois, doit continuer de progresser. La BOAD se positionne comme un moteur dynamique de ce marché. Vous le savez, nous avons clôturé en mai 2023 une opération de titrisation de 150 milliards de francs CFA, portant sur un portefeuille diversifié de créances souveraines. Nous travaillons sur d'autres opérations, notamment dans le secteur privé, mais également dans le secteur de l'immobilier. C'est tout le sujet des RMBS. La transaction à laquelle je faisais référence a permis la mobilisation de ressources financières à moyen terme sans augmentation du taux d'endettement de l'institution. Donc nous avons eu à la fois un impact sur le bilan, bien évidemment, nous avons eu, et c'est ça qui est intéressant, nous avons eu également un impact sur les fonds propres, puisque la titrisation nous permet de sortir de manière synthétique une partie de nos actifs et du coup de reconstituer une partie de nos fonds propres. Reconstituer une partie de nos fonds propres, ça nous redonne de la capacité bilancielle pour prêter à nouveau. C'est encore une façon par laquelle nous finançons le développement de nos États, nous finançons à la fois dans sa partie ou dans sa branche souveraine, mais également pour ce qui relève du secteur privé. Alors, le succès de cette opération permettra la poursuite de la réalisation d'un programme de 500 milliards de francs CFA, permettant à la BOAD de couvrir une partie des besoins de financement liés à son plan stratégique, le plan Joliba 2021-2025, et de répondre aux impératifs de développement économique de notre région. Les opérations conduites jusqu'à présent ont prouvé le potentiel de cette solution. La coordination des acteurs locaux, et je pense une fois de plus au président de l'AMF, alors je n'ai pas une fixation sur lui, hein, c'est un ami, c'est un collègue, mais c'est un acteur essentiel de ce marché, de la Bourse régionale des valeurs mobilières, la participation des investisseurs institutionnels de premier plan et le soutien d'institutions, une fois de plus, comme la BRVM et d'institutions internationales, notamment, chers amis, sur le plan du traitement de ces instruments, du traitement comptable de ces instruments, seront des conditions nécessaires pour assurer la mise en place d'un marché soutenable et complémentaire des solutions de dette traditionnelles. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.